Le 21 juillet 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le Duel sous le titre Fantoche à vendre. Texte intégral. J'aimerais assez croire qu'un malicieux inconnu, en composant les programmes du cinéma français de ces derniers jours, a eu dans l'esprit d'organiser au cinéma une exposition de vieilleries et rossignols, comme l'avait fait naguère pour le théâtre notre ami Georges Blond, dans de désopilantes et mémorables séances de Rive gauche. S'il en était ainsi, le but serait remarquablement atteint, la démonstration éblouissante. Qu'on en juge, le duel, d'après Henri Lavedan. C'est vraiment le défilé des souvenirs de Léon Daudet et de tous les fantoches qui le faisaient s'esclaffer, qui lui paraissaient si faramineusement moisis il y a déjà plus d'un quart de siècle. Les suppléments de la petite illustration et les tournées Barret ont hélas trop largement contribué à diffuser le chef-d'œuvre de Lavedan, pour qu'il me soit nécessaire d'entrer dans le détail de son action. Il s'agit, vous le savez, du conflit de deux frères, un prêtre et un médecin athée, tous deux amoureux d'une jeune femme que le premier confesse et que le second courtise, et qui en viennent à la plus féroce jalousie jusqu'à ce que l'abbé, battant sa coulpe, bénisse le mariage de la belle pénitente et du carabin voltairien. Mais il n'est pas inutile de rappeler que le petit père Lavedan était un vieux drôle qui, après avoir fabriqué pendant 20 ans des polissonneries d'une dégradante imbécilité, se mit, une fois installé sous la coupole, à trancher du moraliste tout en demeurant aussi parfaitement écœurant dans ce nouveau genre que dans l'ancien. Henri Lavedan était fait pour nous parler de Dieu, pour jouer aux penseurs et aux peintres d'âme, comme Rému pour devenir évêque. Profane ou édifiant, ces dialogues du duel sonnent d'un bout à l'autre aussi justes que ces chroniques de guerre, dignes de constituer le monument impérissable du cocorico de l'académicien en pantoufles, mais bicorne en bataille, qui mène la charge à la baïonnette avec sa plume d'oie. Je n'ai pas besoin de préciser que tout traitement théâtral ou cinématographique d'un aussi burlesque cadavre ne lui rend pas une goutte de vie, une parcelle de vérité. On a pu retaper les dialogues, y plaquer le jargon 1939, ce doit être la date du film, remplacer le vieux noble gâteux qui était dans la pièce l'époux de la belle pénitente par un pilote aviateur de grand raid, cela ne change absolument rien aux choses, bien au contraire. Mais je viens d'imaginer le bon Rému en évêque. C'est une image qu'on a bien souvent employée pour suggérer le comble de l'impossible. Or, la distribution du duel comporte un évêque, distingué et d'une haute pensée, dont les conseils théologiques dénouent le drame. Or, le nom de Rému troue l'affiche du film. Qu'est-ce à dire? Rému serait-il? Non, mais c'est aussi bien. Le duel nous montre Rému en Saint-Père blanc. Dans le film, Rému interprète le missionnaire qui remet dans le droit chemin Pierre Freinet, le prêtre amoureux de la belle pénitente, interprétée par Yvonne Printemps. Je dois reconnaître qu'à cette étonnante apparition, le public du Marivaux a été secoué d'une copieuse hilarité. Voilà évidemment des années que le cinéma français n'avait inventé un gag aussi sûr, encore qu'assez peu convenable. Vous devinez aussi qu'il ne s'agit nullement d'un gag, mais bien au contraire d'une très édifiante tragédie. J'avoue que dans l'inépuisable collection des loufoqueries et des palinodies de notre ahurissante époque, à côté de Daladier agenouillé sous les voûtes de Notre-Dame, d'Henri Janson, muet en journaliste national-socialiste, de M. de Courpierre, se découvrant anglophobe, de Louis Lévy et de Weisskopf, jouant les déroulèdes à la radio de Londres. Je garderai dans mon souvenir une place de choix
au froc de Rému. Quel est donc, demanderez-vous, l'extravagant cornichon que le duel a pour père cinématographique? Je suis obligé de répondre avec une affliction réelle que c'est M. Pierre Freinet. Comment l'acteur magnifique ou charmant de La Grande Illusion, de Marius, de Trois Valses, de Léocadia, qui passe, non sans raison, pour l'un des plus intelligents de Paris, en est-il arrivé là? Il me semble que ce doit être par une idée de comédien, par un besoin de se mettre dans la peau d'un personnage absolument inédit pour lui, aussi étranger que possible à sa nature, à tout ce qu'il a incarné jusqu'ici. Cette tentative de métamorphose était peut-être passionnante pour un homme du métier, mais nous sommes appelés à juger les résultats. Ils sont fâcheux. Monsieur Pierre Freinet, en jeune abbé troublé et mystique, est sans doute assez habile pour éviter le ridicule, mais il demeure sec et froid. Ses camarades sont pires. J'ai déjà parlé de Rému, il est effroyablement gêné par son déguisement. Avec son infaillible instinct, il n'en devine que trop bien la cocasserie. Il semble honteux de cette galéjade. Madame Yvonne Printemps n'est guère mieux à son affaire dans le rôle de la dévote pénitente. On lui avait donné, par compensation, 2 airs à chanter, dont le Largo de Handel. Comble de disgrâce, sa voix exquise a été déplorablement enregistrée. Tout ce registre grinçant de la fausse piété et de la fausse oraison, qui est assurément ce qu'il y a de moins tolérable dans le cabotinage, ne fait qu'accuser encore les stupides conventions du sieur Lavedan et leur sénilité. Monsieur Raymond Rouleau, qui fait le personnage du chirurgien, est dans la gamme sardonique à peu près aussi loin du naturel que monsieur Freinet. On n'oubliera pas que cet acteur, qui pose volontiers à l'extrémiste, au pourfendeur de poncifs, n'a point dédaigné d'interpréter le duel. Je ne veux pas généraliser avec un excès d'amertume à propos de quelques navets. Leur vétusté est cependant symbolique de bien des choses. Et je sais, nous savons tous, que le cinéma au milieu du XXe siècle est une affaire qui demande à être envisagée avec réserve. Admettons encore une fois qu'il s'agit de films d'avant-guerre, d'un stock qu'il faut bien écouler. Mais il serait dommage de ne pas dire au moins un mot des spectateurs du duel. Il y a là de quoi remplir 100 lycées et 10 universités de jouvenceaux et de jouvencelles ultra swing, et qui avalent cependant ces décoctions du plus poussiéreux pompiérisme avec une attention que ne relève pas la plus petite pointe d'humour, car ce sont les aînés qui s'esclaffent devant Saint Rému. Enfant, sans être encore d'âge canonique, il me semble que de notre temps, à nous, les 30 à 40 ans qui avions 20 ans dans l'autre après-guerre, qui avons découvert le vrai jazz et non l'ersatz mécanisé que vous en connaissez, nous étions un peu plus à la page, un peu plus difficiles. Oh, nous ne valions pas beaucoup plus cher que vous, mais au moins nous savions rire devant les drames de Léonce Perret.